Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Canicurieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris. Et ça, c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Canicurieux et canicurieuses, bienvenue dans ce podcast dédié à une aventure unique et enrichissante, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en compagnie de nos fidèles amis à quatre pattes. Aujourd'hui, nous allons parler de cette thématique à l'occasion d'une randonnée canine avec Remy qui a justement participé à plusieurs étapes de marche de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle va nous partager l'expérience de cette célèbre marche ouverte de pèlerinage tout en partageant des conseils pratiques pour ceux et celles qui souhaitent entreprendre ce voyage avec leur chien. Mais avant tout, une petite introduction. Ce podcast sera rediffusé sur YouTube avec notre conversation en pleine forêt si vous souhaitez le visualiser. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou Camino de Santiago, est un réseau de routes de pèlerinage qui converge vers la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Ce pèlerinage a des origines médiévales et a été, pendant des siècles, une voie sacrée pour les chrétiens du monde entier. La tradition veut que la cathédrale abrite les reliques de Saint-Jacques le Majeur, l'un des apôtres de Jésus-Christ. Chaque année, des milliers de pèlerins, appelés pèlerins ou jaquais, empruntent ces chemins pour des raisons spirituelles, religieuses, culturelles ou personnelles. Les parcours varient ainsi en longueur et en difficulté, offrant des paysages diversifiés allant des montagnes des Pyrénées aux plaines de Castille, en passant par les côtes atlantiques. Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle peut varier considérablement en termes de distance, selon l'itinéraire choisi par le pèlerin. Voici quelques-unes des routes les plus populaires et leur distance approximative. Le Camino Frances, chemin français. C'est le chemin le plus traditionnel et le plus fréquenté. Il part de Saint-Jean-Pied-de-Port, près de la frontière franco-espagnole, et s'étend sur environ 800 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Camino del Norte, ou chemin du Nord. Cette route longe la côte nord de l'Espagne, partant d'Iruña, près de la frontière avec la France, pour un parcours d'environ 825 km. Le Camino Portugues, chemin portugais. Ce chemin commence à Lisbonne, au Portugal, et fait environ 620 km. Il existe également une version plus courte qui commence à Porto, couvrant environ 240 km. Le Camino Primitivo, ou chemin primitif. Considéré comme l'une des routes les plus anciennes, il part d'Oviedo et fait environ 320 km. Le Camino Inglés, ou chemin anglais, est une route qui commence à Ferrol ou La Corogne, située en Galice, et fait respectivement environ 120 et 75 km. Ces distances peuvent varier légèrement en fonction des variantes des itinéraires, des détours et des parcours spécifiques choisis par les pèlerins. Les chemins offrent une variété de paysages et d'expériences rendant chaque pèlerinage unique. Faire le chemin de Saint-Jacques avec son chien ajoute une dimension spéciale à cette aventure. Cela demande une préparation spécifique,
Pour s'assurer que nos compagnons canins sont en sécurité et confortables tout au long du voyage, nous aborderons donc des sujets tels que la planification de l'itinéraire, les hébergements adaptés aux chiens, les soins de santé pour nos animaux sur place et les équipements nécessaires. Restez avec nous pour explorer les joies et les défis de ce pèlerinage emblématique avec votre chien et laissez-vous guider et inspirer par les histoires et les conseils de celle qui a fait ce voyage extraordinaire et nous le partage. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, bienvenue dans les podcasts Canicurieux et Canicurieuses. Vous risquez de voir si vous nous suivez sur YouTube, puisque ce podcast va être diffusé aussi sur YouTube. Petite nouveauté, des petites mouches et des petits moucherons que j'aperçois d'ici qui virevoltent sur la caméra. Donc si vous ne nous voyez plus pendant un bref instant, c'est normal. On est dans la nature, quoi de mieux que des nuages de moucherons et de mouches nous entourant. Voilà, on est simple, on est nature, on est avec Romy, notre vétérinaire que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne YouTube dans la rubrique SOS Chien, qui fait nos rubriques en fait vétérinaires, médicales, qui a son cabinet vétérinaire situé à Yverdon-les-Bains, le cabinet Labrinaz. Moi, Labrina, mais sachez qu'il y a un Z, donc bon, si jamais vous nous suivez en podcast, c'est Labrinaz, B-R-I-N-A-Z, Momotus. Aujourd'hui, c'est Romy qui a décidé de choisir le podcast qui vous accompagne. On fait donc un petit peu comme on avait fait avec Amandine. Amandine, on avait fait un blablacar si vous ne l'avez pas encore écouté, il est disponible sur la chaîne Spotify et sur YouTube. Donc un blablacar où on parlait des femmes enceintes, des femmes qui vont avoir un bébé et de la possibilité d'accueillir un chien. Aujourd'hui, Romy nous a gentiment proposé de parler d'un thème qui m'intéresse beaucoup puisque je lui avais demandé si on pouvait le faire à l'occasion ensemble, mais du coup tu l'as déjà fait. C'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec son chien. C'est ça. On est aujourd'hui en balade, donc on profite de ce petit moment de calme et de repos pour blablater et j'espère que les motivations de nos échanges pourront vous apporter quelques pistes si vous avez prévu ou peut-être prévoyez de faire un projet de randonnée assez conséquent quand même, oui, avec votre toutou. Ça tombe bien, c'est les vacances, donc le thème est plutôt de saison. Alors Romy, merci déjà de faire le podcast avec nous. Quand est-ce déjà pour commencer que tu es partie, avec qui tu es partie? Je ne sais pas si les personnes qui nous suivent sur YouTube vont le voir. Tu es accompagnée de ton chien Duke, oui, et de ta chienne orange. Donc je suis accompagnée de Duke, mon bulldog américain, et de Sin, ma petite berger australien Toy. Si jamais nos chiens ils sont libres, parce que là on est sur côté France, donc pas de problème par rapport au fait d'avoir les chiens en liberté. Totale liberté. Voilà. On est avec Jenna, la mienne, qui est la petite samoyède Raven, mon chien loup, et derrière, celle qui me colle au basque systématiquement, Nox, mon berger allemand. Ouais, en fait, on a les bergers australiens standards, les bergers américains qui sont les mini, en fait. Et maintenant, on a les bergers australiens Toy. Berger australien Toy, en dessous de 35 cm au garrot. Donc, elle est un peu trop grande parce qu'elle est 37 cm au garrot. J'avais pas encore Sin à l'époque. J'ai fait donc avec mon compagnon Gabriel. C'était en quelle année? C'était en 2018. Oh, ça remonte un petit peu. Ouais, en 2018. Donc, avec mon compagnon Gabriel et nos deux chiens. Donc, j'avais Duke déjà à ce moment-là. Et puis, on avait Gitane, une bosseron qui avait été trouvée justement sur le chemin de Compostelle déjà. Ah, et c'était avant ou pendant ton voyage que vous l'avez trouvé sur le Saint-Jacques? Il a été avant. C'est Gabriel, lui, il a fait déjà plusieurs fois le chemin de Saint-Jacques et il l'avait trouvé dans un de ses chemins précédents. C'était en 2014. C'est elle qui a décidé de le suivre. C'était un chien, on dira errant, parce qu'il donc il y avait personne. Il allait au vétérinaire, pas de puce, rien du tout. Alors une puce, mais connectée à rien du tout et pas de nom, rien du tout. C'est possible. Apparemment oui. Elle a eu des mises bas parce qu'elle avait des longues mamelles à cette époque-là, mais pas de chiot autour. Ok. Donc elle était trouvée sur un camp de gitans, d'où son nom. Gitane. Et c'est elle qui a choisi parce qu'au bout de plusieurs jours que cette chienne l'a suivie, elle a fait je crois que t'es mon chien maintenant quoi. Lui il voulait pas de chien à la base, mais voilà, c'est la vie qui a fait que. Elle avait quel âge plus ou moins quand elle a été trouvée? Quand il l'a ramenée en Suisse, elle a été estimée à 3 ans. Ok. Et puis maintenant elle est décédée. Mais une chienne qui lui a apporté énormément. Ils se sont apportés énormément, les deux mutuellement, dans leur vie. Elle a été très reconnaissante qu'il décide d'accepter de la garder sous son aile.
Ça n'a pas été sans mal parce que c'est une chienne, du coup, pas habituée à être enfermée, que même, quelle que soit la taille du lieu où il fermait, essayait de s'échapper. Donc, les poignées de porte de chez ses parents ont C'est tout toujours été très rangé. compliqué quand une chienne a connu la liberté, hein, C'est ça. comme un chat qu'on Et récupère. c'était pas pour s'enfuir parce qu'en fait, quand elle arrivait à ouvrir, elle se couchait juste devant la porte, quoi. Mais ce sentiment d'être enfermée était très compliqué. Donc, elle a dû passer un certain temps déjà dehors, je pense, hein, Ouais. avant qu'il Il faut savoir que quand il l'a récupérée, elle avait déjà les dents dans un très mauvais état et elle avait un comportement où on s'est posé la question si elle avait été utilisée pour des combats. Ah. Parce que des dents dans un état anormalement usé et cassé, et une réaction sur les autres chiens où elle essayait réellement de les tuer. C'était pas... C'est violent, ouais. Ouais. Et t'as accueilli Duke en même temps que vous aviez Gitane? Donc il a eu d'abord Gitane, donc on était ensemble, c'était assez récent qu'on était ensemble à ce moment-là. Et j'ai eu Duke après. Faut savoir qu'elle avait, donc quand je dis qu'elle avait un comportement anormal avec les autres chiens, Duke était chiot, ça devait faire quoi, un jour que je l'ai. Elle me l'a chopé, elle me l'a jeté en l'air. Il a failli passer, faire une septicémie et tout ça. Alors qu'en plus, t'étais vétérinaire? Oui. C'était déjà vétérinaire. C'était ma première année de vétérinaire à cette époque. Et donc, très violent. Après, ça s'est réglé, hein, entre eux, c'était les meilleurs potes. Mais on a toujours dû faire extrêmement attention avec les autres chiens. Par contre, incroyable avec les humains. Même un enfant qui lui tire la queue, les oreilles et tout, elle ne disait rien. Elle adorait les câlins. Peut-être habituée quand elle était plus jeune avec des enfants, alors. Et moi, je me dis, même en étant errant, en fait, elle a compris aussi que si elle est sympa avec les humains, ils lui donnent à manger. Ouais. Et avec les autres chiens, il y a quand même une espèce de concurrence. Enfin, donc, voilà. De toute façon, c'est un passé, on saura jamais réellement ce qui s'est passé. Donc, c'est le chien trouvé. Vous avez une histoire vraiment avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est donc le chien trouvé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. C'est ça, sur le chemin de Saint-Jacques. On mettra une petite photo de Gitane juste ici, comme ça, si vous nous suivez sur YouTube, vous pourrez voir, d'ailleurs moi aussi, à quoi sa bouille ressemblait. Oui, et puis je pourrais mettre une photo aussi de quand on a démarré le chemin. Magnifique. Avec nos deux chiens. Donc cette rencontre avec Gitane, elle intervient en quelle année? Il a eu Gitane en 2014. Ok. Et donc vous vous rencontrez à peu près fin 2014. Fin 2014. Duke arrive en quelle année? Duke est de 2015. 2015, donc tu pars à Saint-Jacques-de-Compostelle en 2018, il a 3 ans, voilà. Donc largement faisable, hein, il est pas chiot, faites attention quand même si vous avez un tout jeune chiot, faudra bien adapter les distances, faut pas exagérer. Et il était entraîné. Tu pars en quelle saison? Plutôt printemps, été, automne? On est parti au printemps. Et ça a duré 2 mois. 2 mois? On a fait en autonomie complète 2 mois, à peu près 2000 km. Incroyable. Et du coup, pendant ce temps-là, ton activité, tu as fait quoi? Tu t'es mis en arrêt? J'ai juste donc j'étais employée à ce moment-là. Entre la fin de mon emploi précédent, donc qui était en Belgique, et le démarrage que je savais qu'on allait faire, j'ai simplement pris des remplacements en France. Ok. Comment tu te prépares? Parce que tu sais que tu vas partir 2 mois, c'est un entraînement, j'imagine. Oui. En fait, on s'était pas fixé de temps limite. C'est pour ça que j'avais pas repris de travail après. On s'est dit, on fait et on verra. Préparation, on essaie déjà pas mal de marcher et tout. Faut savoir que, comme vous voyez, je suis obèse, donc qui est une maladie chronique. C'était déjà le cas à l'époque. Donc, ce qui sous-entend aussi des difficultés supplémentaires que n'a pas un athlète déjà. Comme pour les chiens, j'imagine que ça pèse sur les articulations, donc tu dois prendre soin de toi. La respiration, les articulations, le cœur, porter un sac à dos aussi. Ouais. Puis là, on est vraiment sur la maladie parce que toi, pour le coup, activité, tu bouges quoi. Tu bouges presque, fait tous les jours. Tu nous en fais des sacrés. Donc là, tu m'as même vu courir avec les chiens. Là, on est arrivé. Elle m'a proposé directement. Écoute, on peut faire la randonnée d'1 heure. Sinon, il y en a une 3 heures. Allez, on y va. C'est parti. Mais bon, l'initiative vient toujours de Romy. En plus, on devait faire du kayak, mais c'est couvert. C'est ça. Donc, on peut pas vraiment dire que ce soit vraiment. Je pense que c'est une maladie là pour le coup. Oui, c'est une maladie. Il y a des facteurs aggravants. Donc
donc du coup, tu te prépares comment? C'est quoi un peu ton plan? Est-ce que tu augmentes au fur et à mesure? Où c'est que tu vas? Comment tu fais? Alors, je l'ai fait, j'avoue, un peu à l'arrache sur ce côté-là. Au sens que autant mon chien, je l'ai entraîné. Donc, non seulement dans les balades, mais aussi déjà entraîné. Il faisait du weight pulling, mais alors pas du weight pulling au niveau. C'est-à-dire, donc pour ceux qui savent pas, weight pulling, c'est la tirée des charges. Donc, j'avais un bout de rail de train avec un harnais de traction spécial. C'est même encore différent du harnais de canicross. Et il tirait cette charge pour se muscler. Et après, j'ai fait un entraînement au sac à dos. Faut savoir que quand on met un sac à dos à son chien, c'est comme pour nous, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut un sac à dos adapté. Et une certaine charge, ratio poids. Maximum 10% du poids du chien. Ok. Maximum. Et tu commences pas tout de suite avec 10%. Non, on commence à vide. On commence à vide et on augmente progressivement. En augmentant aussi le temps des balades. Il faut savoir que Duke étant un bulldog américain, il n'y avait pas de harnais fait pour lui. Donc j'ai acheté un harnais qui est un bon harnais, hein, c'est les Ruffwear, avec le sac à dos qui est amovible. Et en fait, je l'ai modifié, j'ai cousu en fait des lanières différemment pour que ce soit adapté à sa morphologie. Donc, il faut que ça dégage entièrement les épaules pour qu'il puisse avoir un bon mouvement et que la charge soit sur le dos, donc sur la partie où il y a encore les côtes, mais derrière les épaules. Ok. Donc, il y a cet entraînement donc au niveau du poids et ensuite l'entraînement au niveau cardiovasculaire, j'imagine, etc. Comment tu t'organises? Donc, Duke, justement, c'était donc les promenades. J'avais ma colocataire qui le prenait aussi en canicross. Ok. Et ce weight pulling. Et la durée, j'entends, de tes balades, c'est plus ou moins combien en fait? C'est crescendo ou c'est toujours la même fréquence? Alors avec lui, j'ai toujours baladé beaucoup et fait beaucoup de choses, hein, donc ça, on n'a pas trop modifié. Je regardais surtout avec lui d'augmenter les charges et voir comment lui se sentait. Mais niveau durée de la balade, tu peux nous donner à peu près une estimation? Alors chez lui, j'ai toujours fait minimum 1 heure. En dessous d'1 heure, j'estime que c'est qu'une sortie pipi-caca. Exactement. Et du coup, t'es allé jusqu'à combien de temps niveau marche pour l'entraîner avant d'aller à Compostelle? Ça pouvait être des journées entières. Ah, t'as réussi à marcher des journées entières. Oui, oui. Donc allez-y crescendo en partant. Théoriquement, vous devriez pas avoir à entraîner depuis zéro, puisque effectivement, comme elle dit, un chien, généralement, c'est bien au moins minimum 1 heure de balade par jour. En libre ou en semi-libre avec la longe, on le répète pas assez souvent, pourtant on le répète tout le temps. Longe de 10 à 15 mètres, allez pas mettre une longe de 3 mètres, ça c'est pas une longe. Hein. Le chien a pas assez de place. Donc ok, on est là-dessus. Et le jour J arrive, comment tu t'organises? Hébergement, est-ce qu'il y a des hébergements dog-friendly et comment on fait? Alors nous, on est parti sur l'idée d'être en autonomie totale, c'est-à-dire sous tente. Ok. Et dans la complexité, c'est qu'il fallait du coup la nourriture pour les chiens. Faut savoir. Tu dois porter, et oui, tu dois porter toute la charge de moi, c'est énorme. Ouais. Donc t'as pas des relais? Justement, donc l'organisation, elle est ainsi. Donc il faut. Alors pour ceux qui font son chien, il existe un petit livret qui est extrêmement bien fait sur les chemins de Compostelle parce qu'il en existe plusieurs. Et là, vous avez aussi des adresses pour chaque étape, des endroits que vous pouvez appeler, qui souvent vous hébergent gratuitement ou pour des sommes symboliques. Pour ça, c'est vraiment super. Par contre, qui dit chien, la majorité ne nous accepte pas. Alors que Saint-Jacques-de-Compostelle, j'imagine, est beaucoup fait avec les chiens quand même, c'est de la marche. Oui, mais beaucoup de gens en fait vont le faire en mode vacances, c'est-à-dire ils vont faire 1 semaine, puis ils retournent travailler. L'année d'après, ils refont 1 semaine de plus et ainsi de suite. Pas tout le monde le fait en fait sur un chemin réellement de pèlerinage comme nous on l'a fait. Alors, si vous n'êtes pas comme Romy et que vous envisagez de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en gîte, en hébergement, etc.,
On a quelque chose de très intéressant dans le monde du chien qui s'appelle Emmène ton chien, qui commence à être très connu. C'est un label. Eduxtucio a d'ailleurs le label Emmène ton chien. Et on mettra dans la vidéo YouTube, et je ne sais pas si on peut, s'il y a suffisamment de place, on le mettra dans le descriptif du podcast, quelques petits liens pour que vous puissiez envisager de faire, parce que c'est envisageable, hein, ce chemin avec des gîtes qui sont dog friendly. Donc là, on reste sur Romy qui l'a fait en tente. Du coup, en tente, est-ce que c'est possible? Tu peux t'installer n'importe où sur le chemin ou? Officiellement, non. Maintenant, c'est ce qu'on a fait. Nous, on fait du camping sauvage. Après, donc avec mon compagnon, on est habitué à faire du camping. Actuellement, pour mon dos, j'arrive plus à dormir en tente, donc je dors en hamac. Mais on est vraiment habitué à faire du camping à la rustique, on dira. Tu t'es beaucoup éloigné du chemin dans des endroits où les gens, vous voyez pas? Comment ça s'est passé en fait pour Non, vous en installer? fait, les chemins, la majorité, ils sont assez discrets. Donc simplement, on s'écartait un petit peu de quelques mètres et ça allait. La difficulté, c'est de trouver un endroit assez plat pour poser la tente. Mais pour ça, mon compagnon est incroyable. Il a un GPS intégré. C'est un survivaliste, ton compagnon. On peut le mettre absolument partout. Quand on va faire une randonnée avec lui, et c'est très plaisant pour moi qui m'intéresse un peu à tout, si vous nous suivez depuis longtemps, c'est un bonheur avec lui de partir aux champignons. Il a toujours des anecdotes aussi sur le lac, les poissons, la pêche. C'est vraiment les plantes sauvages qu'on peut manger, et tout ça. Ouais. C'est hyper agréable, très très agréable. Donc du coup, tu pars de quel point de démarrage? Tu te rappelles de la ville ou du village? On est parti de Sisteron. Donc nos parents nous ont amenés à Sisteron. Ok. Donc moi c'est mon père qui nous a amenés. Mes beaux-parents, donc les parents de Gabriel, sont venus aussi pour nous rejoindre pour ce départ fabuleux. Donc là on a dormi en hôtel et de là on est parti direction Saint-Jean-de-Luz et Compostelle. Tu démarres avec tu sais à peu près le poids que vous avez sur le dos et le chien, le poids qu'il a sur lui au démarrage? Alors, Duke, j'ai fait extrêmement attention. Je lui ai mis que pour 2-3 jours de croquettes. Ok. Donc lui, il portait uniquement ses croquettes. Tout le reste, c'est nous qui portions. Et pour Gitane, qui ne pouvait pas avoir de sac à dos, c'est Gabriel qui portait tout pour elle. Et vous savez à peu près combien de kilos vous aviez sur le dos? Parce que la tente, tout le reste... Ouais. De mon souvenir, nourriture inclus, eau inclus, on était dans les 15 kilos. C'est déjà énorme pour marcher. Qui est beaucoup. Ce qui est vraiment beaucoup. Faut savoir, vous trouverez beaucoup de youtubeurs ou autres qui vous parlent de quoi prendre et être super léger et tout ça. Donc, faut savoir, le matériel ultra light est très très cher et il faut faire attention à la solidité. Est-ce que tu peux nous... Donc, du coup, tu pars avec une charge de presque 15 kilos, ton chien porte ses croquettes. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on doit mettre dans le sac quand on démarre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? J'imagine qu'il y a une espèce de checklist et qu'il faut se préparer, faire des achats, etc. Alors, des habits dans lesquels vous êtes confortable et qui sèchent vite. Moi, je privilégie plutôt les pantalons longs qu'on peut toujours retourner, ou bien il y a même ceux qui se désillent pour être en short si vous voulez. Tu sais plus ou moins combien t'en as pris? Parce que j'imagine que ces choix, ils sont hyper cruciaux. Tu peux pas trop... Alors, très clairement, c'est un pantalon avec lequel tu marches. Un pantalon léger, moi j'avais une sorte de legging en fait pour dormir quand je voulais dormir avec un pantalon parce qu'il faisait froid. Et puis 2 t-shirts, celui que j'ai sur moi plus un autre. Okay. Culotte aussi, on est sur du minima, sachant que nous on était conscients de nos choix et qu'on allait de loin pas sentir la rose. Mais t'as pris, je sais pas, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des points d'eau où tu peux laver peut-être ton t-shirt ou pas du tout? Alors, parce que moi j'imagine quand même que tu peux prendre. Moi, ma mère quand on partait, elle prenait un petit tube d'espèce de lessive et elle s'arrêtait dans des points d'eau et elle nous lavait les vêtements. Alors. Il y a des points d'eau pour faire ça? Techniquement, c'est possible. Nous, clairement, on ne faisait pas ça, sachant qu'on n'a même pas pris de savon avec nous. Ah oui, c'est vraiment sauvage. Nous, on a fait sauvage. Quand on se lavait, c'était dans des rivières. Ok. Non, mais c'est une expérience, hein. Moi, je trouve ça génial. On a pris aussi, pour limiter la charge d'eau, une de ces pailles spéciales filtrantes pour pouvoir boire à peu près n'importe où. Ok.
Une paille filtrante. Ouais, C'est incroyable. Ouais, Il y a des minéraux à l'intérieur ou des... Alors, il existe plusieurs systèmes. Il y a aussi des systèmes de pastilles qu'on peut mettre dans l'eau, mais l'eau, elle a un goût chloré. Après, elle est dégueulasse. Donc, nous, on a pris un système comme une grosse paille. Ça ressemble à ton truc là, mais en plus gros. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a des choses pour filtrer. Voilà. En fait, des minéraux, Claire, hein, même ce qu'ils disent que ça filtre 100% des bactéries et blablabla. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, nous, on n'a pas été malades. Mais tu peux faire bouillir l'eau. Nous, Aussi. on n'avait rien pour cuire. Parce que je crois que si tu la fais bouillir, après tu peux la boire. Oui. Mais ça sous-entend que tu as du matériel pour faire cuire en plus. Un petit. Bon, Oui, après, j'imagine mais que c'est. Bon, là, on était sur les vêtements. Donc, tu as dit pantalon, leggings pour dormir pour toi. Alors là, attention, hein, on est sur Saint-Jacques-de-Compostelle, sauvage. Oui. Donc, on est donc sur un pantalon de marche, un pantalon de pluie et un legging, c'est ça? C'est ça. Ok. 2 t-shirts. C'est ça. Pull, veste, quelque chose? Un pull. Et puis, nous, on a pris un poncho militaire pour la pluie. Parce que l'avantage, c'est que c'est quand même aéré dessous. Ouais. Et qu'on pouvait aussi passer le sac à dos dessous. Les chaussures, tu en as pris qu'une paire de randonnée ou plusieurs? Bien évidemment qu'une seule paire. D'accord, donc s'il t'arrive un truc, t'as intérêt de scotcher. T'as du scotch? On a un petit kit secours avec du scotch. Et après, par exemple, moi, j'ai pas eu le souci, mais mon chéri a eu le souci avec ses chaussures. Et de temps en temps, quand même, on croise des villes et tu t'arrêtes. Donc là, on s'arrête et pour ça, si jamais Decathlon a un service incroyable. Donc s'il y a quelque chose et qu'on part en sauvage, on peut se reposer quand même sur certains points stratégiques où on peut changer des affaires à Decathlon. C'est ça. Ok. Donc là, on est sur le matériel. Est-ce que tu as du réseau tout le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle si t'arrive quelque chose? Alors oui, il y a du réseau. Ça reste quand même la France, hein. C'est pas. Ouais. Nous, on allumait maximum une fois par jour le téléphone. Pour garder la batterie. Ouais. Et on n'avait qu'un seul téléphone pour les deux. Et tu as pris une batterie externe peut-être pour de temps en temps? Ah ouais, donc une batterie pour 2 mois, c'est extrêmement... Et puis, faut savoir, mon compagnon, ayant son style, on dira, a un vieux téléphone à touche c'est encore comme ces vieux Nokia, vous savez, qui durent plus d'une semaine. Il y a un nom pour ça, ce sont les téléphones, c'est pas des téléphones satellites aussi qui existent? Non, c'est genre ce vieux 3210, c'est le premier là, comme quand on était gamin, le premier qu'on a eu. On pouvait changer les coques et tout ça. C'est ça, c'est ce genre-là en fait, qui dure 1 à 2 semaines, la batterie quand elle est tout le temps allumée, et bien plus quand on l'allume pas tout le temps. Et puis de toute façon, là, si tu pars comme ça, j'imagine que tu allume le téléphone uniquement pour dire ça va ou si tu as un problème, donc ça c'est faisable. C'est ça, et régulièrement on envoyait à nos parents où on en était. Ok, comme ça il y a quelqu'un qui peut à peu près suivre. Mais on peut aussi imaginer de prendre aussi une batterie au cas où de secours. Aussi au niveau chaussettes, culottes, soutien-gorge pour les femmes, on prenait qu'un seul rechange et en fait on alternait pour que l'autre il ait le temps de sécher et tout ça. Parce que on se dit oui mais ça c'est pas lourd, mais en fait tout cumulé fait vite beaucoup de poids. Ouais. D'où le choix très minimaliste en habits. Les habits, très clairement, à la fin de Compostelle, ils sont bons pour la poubelle. La machine à laver et tout ne les récupère pas. Les chaussettes tiennent debout toutes seules. Ça sent le fauve. On a compris, ça fait plusieurs fois que tu nous le dis. Ça sent le fauve. Mais de toute façon, j'imagine que quand tu pars à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas pour faire un tuto make-up. Hein. C'est ça, exactement. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça super. Je pense que ça me ferait bien du bien, tu vois. C'est incroyable. Après la surcharge de travail qu'on a, il y a des fois, je me dis, ça serait pas plus mal que je me prenne un mois pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, il va être utile ce podcast. À ma poupoute. Et puis, du coup, donc dans le matériel, donc premier secours. Trousse de premier secours. C'est ça. Donc désinfectant, pansement. On a des stéristrips en cas de plaie profonde pour pouvoir resserrer au lieu de faire une suture. T'es vétérinaire, tu prends le petit truc pour le chien, non? Et alors pour le chien et pour nous, on a pris la même chose. La même chose, ouais. Une mouche qui m'embête là. Mais devant la caméra, je pense que si vous nous suivez sur YouTube, vous avez dû voir passer un paquet de mouches. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Il y a rien du tout. Mon téléphone est très propre, mais elles vont toutes sur le téléphone. Il y en a de partout. Du coup, désinfectant, les petits stéristrips, un petit bandage et les pinces à tiques. Les pinces à tiques, ouais. Voilà. Et du charbon actif aussi.
Si jamais il y a une intoxication. si jamais il y a une intoxication. Ok. Donc, Voilà. t'as pris que 3 jours de croquettes, donc tu savais exactement où tu allais t'arrêter. T'avais regardé en avance pour Exactement, prendre tes non, croquettes. mais on savait que quand même régulièrement sur le chemin, il y a possibilité de s'arrêter et d'acheter des choses, sachant que nos chiens étaient habitués à alterner croquettes, différentes croquettes, viande, et qu'il n'y avait pas de problème de transition pour eux. Ouais, sinon tu peux avoir des diarrhées. c'est ça. Donc c'était aussi un entraînement finalement alimentaire. Hein. Ouais. Pour le coup, entraînement de survie. Mais bon, après, si du jour au lendemain on se retrouve dans cette situation, c'est bien aussi que le chien puisse s'adapter. Hein. Moi, j'ai envie de te dire, je fais barf et croquettes. J'essaye de changer de temps en temps. Oui. Tu pars pour combien de kilomètres au total? Où est ton point d'arrivée, ton objectif? Alors notre objectif était Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais je pense qu'il y en a qui, je le précise, il y en a qui s'arrêtent et qui le font petit à petit. Alexandra, une cliente, m'avait expliqué qu'en fait, elle y allait chaque année, qu'elle reprenait C'est le ça. bout où elle s'était arrêtée, parce qu'il y en a qui peuvent pas poser malheureusement aussi 2 mois comme ça. Mais c'est intéressant de savoir. Donc toi, t'as tout fait. Alors c'était l'objectif, mais j'ai pas réussi. Merde. Bon, J'ai- écoutez, ce podcast est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. On est quand même allé jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. C'est à combien de kilomètres de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Jean-de-Luz? Putain, tu sais qu'en En plus, fait, avant, en j'habitais gros- à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, c'est à côté de chez moi. Hein. Ouais. En Mais fait, j'ai en jamais gros, fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Sisteron, Saint-Jean-de-Luz, en gros, j'ai traversé la France avec mon chéri et nos chiens. Ouais. Et il nous restait que la partie espagnole parce que je me suis blessée. Ah merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc moi, malgré que je fais des choses dans l'eau, je ne suis pas fan de l'eau. Et je suis allée me baigner dans la mer à Saint-Jean-de-Luz. Et je me suis pris une vague avec des branches Ouais. et je me suis tordu la cheville. On a fait un temps de pause sur Saint-Jean-de-Luz en se louant un petit mobil-home. Mais ça a pas suffi. Et puis en fait, ça n'a pas suffi. Ah là là, quel dommage. Faut faire tellement attention. Mais il y a tellement de chemins, c'est difficile, hein, comme quoi. Donc voilà. Mais une expérience incroyable malgré tout. Un jour, Tu on va m'as dit continuer. à combien tu t'étais arrêté de l'objectif? Si je me souviens bien, il y a 600 km. Donc il te restait, t'étais à combien? Ça faisait un mois et combien de... Ça faisait à peu près encore un mois de marche, Ok, donc tu t'arrêtes à la moitié à peu près. aux 2 tiers. Donc vous avez marché beaucoup plus vite que ce que vous aviez prévu. Vous avez prévu 2 mois. Bah, en fait, on n'avait pas prévu de temps. On a marché 2 mois, mais on n'avait pas prévu de temps limité. Ok. C'était quoi ton rythme de marche à peu près toute la journée? Tu fais des pauses? Alors, Parce que là tu parles de baignade. ça fait en fait une partie des difficultés quand on part à 2. Autant moi, seule de mon côté, avec Duke, je pouvais marcher des journées entières, faire 20-30 km sans problème. Ok. Mon chéri également et bien plus que ça. Et en fait, en partant ensemble, c'était la première fois qu'on partait vraiment marcher ensemble autant que ça. On n'avait pas du tout les mêmes rythmes. C'est pas en termes de vitesse de marche, mais en termes de à quelle heure démarrer, à quelle heure on a besoin de faire une pause, et tout ça. Et en fait, par exemple, moi, j'avais besoin, c'est que on se lève, on plie, on part. Mon compagnon, lui, il a besoin, on se lève, on prend le temps, on laisse la tente sécher. Oh là là, je suis comme toi. Moi, ça me fait péter un câble Après, d'attendre. on Oh là plie là. et on part. Moi, le matin, je suis au taquet et l'après-midi, je commence à ralentir. C'est ça, moi c'est pareil. Du coup, trouver un accord là-dessus était très compliqué. Et quand on marchait, quand moi j'avais besoin d'une pause, c'est lui quand il était bien lancé. Et inversement, quand moi j'étais bien lancé, c'était lui qui avait besoin d'une pause. Et on n'avait pas du tout les mêmes rythmes. Donc au début, c'était extrêmement compliqué. On faisait très peu de kilomètres au final. Il faut savoir en plus, dans les difficultés supplémentaires, c'est que malgré qu'on partait au printemps, on s'est pris -5 degrés la nuit en tente. Donc Toi qui moi, dors dans un hamac. en plus. je dormais en tente à cette époque-là. Je n'ai pas dormi. Mon chien non plus. Gabriel et sa chienne, oui, parce que eux, ils étaient habitués, ils sont pas sensibles au froid. Donc c'était très compliqué et c'est la première fois où j'ai acheté un pull à mon chien. Ouais. Donc, Bah, là, il a le poil ras, hein. Il a les poils ras et puis du coup, je peux dire maintenant que Duke fait du 14 ans chez Decathlon. Combien au maximum t'as marché à peu près dans une journée? C'est quoi le plus que tu aies marché à peu près? Qu'on a réussi à me faire là, c'est 30 km En une journée. en une Et journée. le chien, ça va? Le chien, ça va.
C'était plus moi qui il y a un contexte aussi à mettre, c'est que l'année où on est parti, il y avait les inondations. Génial. Donc on s'est pris la pluie. Une erreur que j'ai faite et que du coup j'ai apprise, c'est que moi j'adore les chaussures de marche en cuir. Par contre, ça met des plombs à sécher. Ouais. Du coup, en fait, je marchais tout le temps avec des chaussures mouillées. Et bien qu'on n'ait pas fait en sucre et qu'on ne fond pas à l'eau, mes pieds se sont mis à fondre. C'est-à-dire que j'avais la peau à vif. Et je marchais à cause de l'humidité. À cause de l'humidité et des frottements qu'il y a, qui sont très légers, hein, mais qui avec une peau qui est tout le temps humide. Donc voilà, je marchais avec les pieds à vif. Hein, ouais. Et j'ai marché plusieurs semaines comme ça. Dans les choses, Compostelle, en fait, amène non seulement un défi physique, mais aussi un défi mental et personnel, parce que de prendre le temps sur le chemin, ça permet de se replonger en soi. Et pour moi, ça a été aussi cathartique parce que c'était comme s'il y avait un peu des portes à chaque fois énergétiques que je passais. Et je pouvais d'un coup me mettre à fondre en larmes, à être malade. T'es poussé loin hein, aussi, 30 km de marche. Enfin, oui, c'est pas beaucoup quand on le fait une fois dans un week-end, mais cumulé, c'est énorme. Mais même au-delà de ça, en fait, il y a un aspect mental qui fait que tu replonges au fond de toi et tu ressors des choses. Et sur le moment, très honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à le vivre. Et maintenant, après coup, je me dis, mais c'était incroyable. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de refaire. Hein. Dans des conditions un peu différentes parce que, comme j'ai dit, avec mon dos, dormir en tente, j'arrive plus. C'est incroyable. Et je vois aussi l'avancée que j'ai eue, moi, personnellement, entre avant et après Compostelle, sur la tolérance, sur la patience, sur des compréhensions de moi-même. Bien que le chemin n'était pas fait dans ce but-là pour moi, m'a amené énormément de choses. Et mon compagnon le fait chaque année, ou du moins fait une marche ou une activité chaque année. Cette année, par exemple, il est parti à vélo. Il a fait donc Sainte-Croix, qui est à côté d'Yverdon-les-Bains, jusqu'à Nantes, toute la côte, un bout de la côte espagnole, donc jusqu'à Saint-Ander. Et après, il fait là toute la descente de l'Èbre jusqu'au delta de l'Èbre. C'est impressionnant. Hein. Donc, et lui, il a besoin de faire des choses comme ça chaque année. C'est pas quelqu'un de sédentaire. Il a ce besoin-là. Donc, dans notre couple, on a aussi cette liberté-là que chacun fait ce qu'il ressent le besoin pour lui, pour qu'on puisse être heureux ensemble. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Moi, c'est complètement l'inverse. Comme tu sais, Michael est très... Michael passe sa journée déjà à marcher avec les randonnées des chiens et tout ça. Et moi, vraiment, je suis quelqu'un qui a besoin de sortir, besoin d'être... Si je passe trop de temps, en fait, à l'intérieur, que ce soit dans le bureau ou ailleurs, ou même juste sur le terrain avec des clients ou dans un cours d'éducation canine, ça ne me suffit pas. Et je pète un câble. Je pète littéralement un câble. Et on est complètement différents là-dessus parce que lui, il a besoin de jeux vidéo. En fait, c'est son monde, hein, c'est son monde à lui. Et comme quoi, on est très différents. On est tous vraiment très différemment foutus, si je puis dire. Mais on remarque que si on essaye de contraindre l'autre à essayer de faire nos activités à nous, il y a des fois, il y a tout qui se pète la gueule parce qu'en fait, il y a un fossé entre nous. Quoi. Non, c'est important, c'est de se respecter chacun. C'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas compatible. Et je pense justement en respectant bien la personne et en l'aimant pour ce qu'elle est. On peut aussi se dire qu'on n'est pas obligé de faire tout ensemble et que chacun, s'il a besoin de quelque chose, mais que ça convient pas à l'autre, lui laisser la possibilité de le faire sans. Mais c'est un peu comme finalement avec les chiens, plus tu contres nature, plus c'est compliqué et t'as des bâtons dans les roues. Là, c'est exactement la même chose avec un couple. Il faut que ça se fasse tranquillement, que chacun ait son truc. Et puis de toute façon, on a aussi des moments où on a besoin de se retrouver nous-mêmes ou des besoins. Moi, je sais, avec mes amis, là, à chaque fois qu'on organise un truc, qu'on fait une balade, il y a des fois, la majorité du temps, c'est vrai qu'avec les agendas et tout ça, je le fais toute seule avec mes chiens, mais je le fais aussi avec toi. Moi, ça me fait beaucoup de bien aussi à Cheneuve. On avait pris un week-end avec des copines qui randonnent beaucoup. Là, je sais que je vais partir pour les Cani Days, j'espère en tout cas pendant 2 jours. Je vais faire de la marche, je me suis inscrite à toutes les randonnées et puis moi, ça me dérange pas en tout cas d'exister toute seule et je pense que déjà pour
être en couple, faut savoir exister seul. C'est important parce qu'on peut pas être heureux en couple si on est malheureux seul. Voilà, en tout cas, pour l'aparté couple et prendre soin de soi. Mais de toute façon, avec le chien, c'est la même chose. Si vous prenez pas soin de vous, et moi, je l'ai expérimenté, hein, tu le sais, on peut pas prendre soin des autres. On peut pas aider les autres. Moi, mon métier, c'est d'aider les gens. Plus d'aider les gens que d'aider finalement le chien en lui-même, parce que si je vous change le chien, ça va l'aider automatiquement. Le chien peut pas tout faire tout seul, mais j'ai bien en fait finalement avec la charge de travail que j'ai eue depuis le début compris que si je mettais pas des limites et que je prenais pas du temps pour moi, je pouvais plus du tout aider les autres. C'est important parce qu'on a tendance, quand on a des caractères comme ça, à s'oublier. Et si on s'oublie, il y a personne qui va bénéficier en fait du fait que nous on en est arrivé à rupture. En fait, on s'occupe des autres, mais finalement, qui c'est qui s'occupe de nous? Personne. Donc, on est obligé de s'occuper un peu de nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est pas facile pour moi, en tout cas, parce que pendant des années, je me suis vraiment mise de côté. Et pour le coup, mon corps et mon esprit n'étaient pas du tout en symbiose. J'y travaille encore. C'est toujours pas le cas parce que le problème, c'est que, comme tu le sais, mon travail est ma passion. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'entre-deux. J'arrive pas à m'arrêter, en fait, très souvent. Et m'arrêter, en fait, me stresse plus. Mais je dois apprendre quand même à le faire et à trouver du temps pour moi pour que ça marche. Sinon, en fait, on a bien vu, tout s'écroule. C'est très difficile. Et si votre travail est votre passion, franchement, oh Dieu sait combien je vous comprends actuellement. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Comme quoi, là, on fait une balade et en fait, on fait un podcast. C'est exact. Alors là, en fait, le côté podcast, j'aime beaucoup parce que tu vois, on n'est pas dans un schéma. On n'est pas, même si ça doit rester organisé, sinon c'est pas potable, ça c'est pas digestible. Les gens vont vite s'arrêter. D'ailleurs, si vous êtes encore là, dites-le nous. Mais en fait, le podcast, j'ai l'impression que c'est plus là, en tout cas pour moi. Enfin, c'est juste. On passe un bon moment. On l'a filmé, on a décidé de le filmer, de mettre les micros, mais c'est un truc qu'on se serait dit entre nous, et puis on aurait avancé, et puis ça aurait duré des heures. Là, on décide de le partager. Dites-nous si c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, tu partages une expérience, et moi, en tout cas, ça va m'apporter si je dois le faire. Mais le podcast, en tout cas pour ce qui est podcast, je sais que je dois le faire, mais là c'est clairement pour moi une discussion entre amis, quoi. Ouais. Et si on revient sur Compostelle, je peux aussi partager donc d'autres difficultés qui s'est présentées. Moi, il faut savoir, donc comme je disais, ça m'a travaillé beaucoup sur moi-même, parce que quand j'étais frustrée avant, je partais en colère. Donc j'ai dû apprendre à gérer cette colère. Ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, juste de hurler dans la nature pour sortir ça et de se dire, ok, en fait, on peut juste la sortir comme ça fait de mal à personne et c'est positif. Et dans les autres déboires, avec les chiens par exemple, on s'est fait attaquer. On s'est défendu comme on pouvait, donc on s'est fait attaquer par d'autres chiens, sans propriétaire. Errant. Et en gabarit grand berger allemand. Putain, pourquoi c'est toujours les bergers allemands? Tu sais que j'ai voulu trouver une image il y a pas longtemps d'un chien agressif, c'est pareil, on m'a sorti que du berger allemand. Alors, mais moi, ils sont adorables, mes bergers allemands. Ah oui, non mais là c'était clients, c'est pareil. Comme je dis, c'était des chiens qui étaient laissés. Allez hop. Allez, on sait que t'es beau, descends. C'était des chiens qui étaient laissés vagabonds en fait, donc et clairement ils nous ont attaqués parce qu'on avait d'autres chiens. Donc ça fait partie des petits déboires. C'était de loin pas la majorité, je rassure les gens. Moi, ça m'a permis de me détendre un peu aussi avec les autres chiens, même si j'ai encore travaillé ça avec toi. Et mais ça m'aide à comprendre en fait pas mal de trucs que je savais pas sur Duke. Maintenant que tu m'en parles, c'est traumatisant comme expérience. Oui. Mais tu m'en as jamais vraiment mentionné. Tu me l'as peut-être sorti comme ça, mais t'as pas détaillé. Je savais pas qu'il t'était arrivé ça à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'était pas la seule fois. Duke qui va très bien, il est avec des chiens derrière si jamais vous l'avez. C'est un malentier, donc voilà. Ça nous est arrivé plusieurs fois, mais aussi en dehors du chemin de Saint-Jacques. Ouais. Dans les déboires qu'on a eu aussi, Gitane a été malade. Donc on a dû s'arrêter. À ce moment-là, il y avait un peu rien. On s'est abrité dans une bergerie et on a attendu que ça passe. On lui a donné le charbon qu'on avait et elle avait dû bouffer un truc qu'elle aurait pas dû.
Et elle a eu des grosses crampes de ventre et on avait rien autour. Gitane aime bien le poisson et elle a trouvé un déchet de poisson sur la plage. Le problème, c'est qu'il y avait l'hameçon. Oh. Et d'un coup, on voit une gitane qui arrive vers nous avec un long fil qui sort de la bouche. Je dis à mon compagnon, ne tire surtout pas. Heureusement, on était sur Saint-Jean-de-Luz, donc on allait chez un veto. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais rien quoi, pour faire ce qu'il fallait. Mais c'est une catastrophe. Et en fait, l'hameçon, c'était un hameçon de 3 cm. Donc un énorme truc. D'ailleurs, Gab, il l'a gardé en souvenir. Elle aurait pu y passer s'il avait tiré. Elle aurait pu y passer. Et là, en fait, dans notre malchance, on a eu de la chance parce que la veto en question revenait d'un séminaire spécial corps étranger type hameçon. Et on a appris qu'on n'était pas obligé d'opérer dans ce cas-là. On pouvait tester de donner beaucoup à manger. Pour que ça pousse l'hameçon. Non, pour donner beaucoup à manger. Et puis après, on injectait pour faire vomir. Et l'hameçon était englobé dans la nourriture. Waouh, c'est technique. Hein. Heureusement, ça a fonctionné parce que elle nous avait averti, bien évidemment, que le risque, c'est que malgré tout, il se plante en remontant. Et là, c'est opération à coup sûr. Mais entre une opération qu'on aurait fait ou tester comme ça et faire si jamais l'opération, de toute façon, elle était tout équipée sur place pour intervenir immédiatement s'il y avait besoin. On a fait ça et ça s'est très bien passé. Mais ça nous a mis un petit coup de flip quand même. Okay. Alors, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc, moi, tu vois, je voyais ça entièrement, un peu comme ici, t'as rien autour, il faut faire des kilomètres pour trouver quelque chose, mais non, t'as des points au fur et à mesure du chemin où tu peux trouver pour te relayer avec l'eau, les croquettes, etc. C'est ça, mais en fait, comme par chez nous, il y a plein de chemins, des chemins de randonnée simples qui rejoignent d'un village à un autre. En gros, Compostelle, c'est ça, mais c'est juste que tu continues au lieu de faire juste ton petit aller-retour ou ta boucle. Faut juste bien se préparer et analyser un petit peu, entre guillemets, la carte pour voir où est le prochain village. C'est ça, pour savoir combien prendre à manger ou quoi. Et, un dernier déboire qui me faisait beaucoup peur et que là, je me suis rendu compte aussi que Duke était incroyable. Donc Duke est un chien qui monte la garde, certes, mais qui ne va pas chercher les problèmes de base. Et qui est aussi OK avec les gens et tout ça. Il y a un jour, avec mon chéri, on n'était pas d'accord sur le chemin. Et on s'est dit, aujourd'hui, on prend du coup chacun le chemin qu'on a choisi et on se retrouve à l'arrivée. OK. Et ce jour-là, je suis malheureusement tombée sur un homme très mal intentionné. Wow. Qui m'a d'abord proposé de l'argent pour coucher avec lui, que j'ai bien évidemment refusé. Et il a essayé du coup de m'agripper de force. Et là, j'ai un Duke qui s'est interposé. Alors, autant dire que même si le monsieur essayait de rouler les mécaniques face à un bulldog américain qui montre les dents et qui va contre, il a pas fait le malin. Duke a clairement senti ma peur à ce moment-là et il m'a défendu. J'en suis très fière de lui. Je lui demandais pas forcément parce que j'estime que c'est nous qui protégeons généralement nos chiens. Et puis c'est aussi un traumatisme pour lui. D'ailleurs, les gens là qui font la stupidité de voir simuler une agression pour voir comment le chien réagit, franchement, ne faites pas ça. Soit vous dégagez pas suffisamment de peur, soit vous perturbez le chien, c'est ridicule. Disons qu'ils dégagent pas du tout de peur parce qu'ils savent très bien que c'est dans un environnement encadré, sécurisé. Le seul truc que vous risquez d'avoir, c'est que le chien, par excitation, il essaye de vous sauter dessus, puis vous allez mal interpréter la chose. Mais bon, c'est ce qui pourrait arriver au mieux. Et au pire, que le chien devienne réactif. Et c'est pas vraiment ce que vous avez envie de voir, donc ça c'est ridicule. Je pense que c'est même pas, on peut le mentionner comme ça, mais en tout cas, sachez que si votre chien doit vous défendre, que bien évidemment à côté vous avez, moi je pense, excusez-moi, hein, mon samoyed, je vous le dis tout de suite, je pense pas qu'il va me défendre. Par contre, mes bergers allemands, ça c'est véridique, il m'est aussi arrivé une petite anecdote parce que j'allais courir et que maintenant je prends systématiquement mes chiens quand je vais courir, parce qu'avant je faisais en pleine nuit, même en Suisse, hein, attention. Et il y a un homme qui est vraiment sorti du fourré, je l'avais pas vu, qui m'est arrivé par derrière. Et Dieu soit loué, on leur apprend à jamais le faire quand ils croisent des gens, mais ce jour-là, les 3 bergers allemands
sont partis derrière moi, donc j'ai pas compris ce qu'ils avaient vu. Ils ont aboyé, la personne est repartie illico dans les fourrés. J'ai eu la peur de ma vie. Mais voilà, comme quoi un chien finalement, surtout quand on est une femme, on le prend pas pour qu'il nous défende, mais en fonction des races qu'on prend, parce que je vous le dis, mon samoyed, c'est les samoyeds, si vous voulez, le voleur rentre dans la maison, ils vont lui indiquer clairement où est l'argent et s'il donne une friandise. Mais en fonction de certaines races qu'on a, finalement, quand la situation se présente, si on a suffisamment travaillé pour avoir une belle relation, une belle complicité, qu'on a pris soin de notre animal, là, pour le coup, il nous le rend. Le principe, en fait, va être qu'on ne monte en aucun cas comme chien de garde, mais que parce qu'on est une famille et qu'on est soudés ensemble, on se serre les coudes aussi dans les malheurs, en fait. Ça, là-dessus, ouais. Bah, t'es la meute, hein. C'est la meute. Même les humains, c'est sa meute familiale. C'est pas la meute de chiens, mais il reproduit, en fait, ce schéma-là, en fait, avec sa famille. Et c'est pour ça que pour moi, et comme pour toi, quelles que soient les difficultés, il est impensable de se séparer de nos chiens. Je rigolais tout à l'heure, je souriais par rapport à ce que t'as dit, le fait de crier. Ça m'est arrivé, c'est assez rigolo que tu dis ça m'est arrivé hier. Et en fait, comme tu sais, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, ce qui fait que j'avais très bien commencé ma course, je commençais à reprendre un petit peu et j'ai tout perdu à cause des cicatrices. Je pouvais plus courir à cause des traitements. J'ai fait un arrêt pendant 2 mois et je me suis dit que j'allais réessayer de courir. Maintenant que ça s'est un petit peu refermé. Je rigole parce qu'il y a Nox qui chasse les mouches et puis il y a Raven et Duke qui jouent. En ce moment, c'est l'été et du coup, dès qu'on a une mouche qui rentre dans la maison, on lui apprend à nous aider. En fait, on se met avec la tapette à mouche et on dit à Nox, viens nous aider. Donc, il nous aide en fait et on fait un truc, c'est une activité familiale chez nous. Chez nous, on chasse les mouches en famille et ça nous éclate avec les bergers allemands. On le fait pas avec les samoyeds et Raven, mais avec les bergers allemands, on le fait et franchement, c'est hilarant. C'est nous qui avons un peu créé ça, j'avoue, parce que on s'y met et on fait ça vraiment dans mode jeu, quoi. Ça nous amuse. Pour ce que je disais, donc hier, je me suis dit que j'allais essayer de reprendre la course. Au bout de 10 minutes, j'étais extrêmement fatiguée, alors que je pouvais courir 1 heure. J'ai quand même poussé le truc. C'est pas forcément bien, mais j'ai poussé, j'ai réussi à faire 1 heure et je me suis dit, je vais mettre 1 heure et 1 minute. Et arrivé à la fin, j'ai hurlé, je ne savais pas pourquoi, j'étais au milieu de la forêt, il y avait personne, je me suis dit, parce qu'on sait jamais, n'hurlez pas n'importe où, comme on dit, appelez au loup, et puis le jour où il y a le loup, il n'y a plus personne qui vient vous aider. Mais là, il y avait vraiment personne autour. J'ai hurlé, ça m'a fait un bien fou. Comme tu sais, il nous arrivait plein de merde cette semaine. Pour ceux et celles qui nous envoyaient des mails, on a eu du retard parce qu'on a eu un crash informatique. On a dû reconfigurer entièrement un PC, récupérer les données. C'est toujours pas réglé. Je pense que ce sera réglé d'ici lundi ou mardi. On a absolument tout eu qui a planté. Donc merci en tout cas à 3T s'ils écoutent ce podcast. 3T qui est une entreprise incroyable si vous avez besoin même à distance pour régler vos soucis informatiques, je vous le recommande. Mais ça m'a fait un bien. Et tu sais qu'il n'y a pas que ça, il y a eu tous les autres soucis à côté, il y a eu le médical, il y a eu les soins, il y a eu ci, il y a eu ça. Et là, juste de pouvoir tout lâcher, de crier un bon coup, je crois que tu peux le faire nulle part ailleurs qu'au plein milieu d'une forêt, quoi. Et ça fait vraiment du bien, il y a des fois, donc du coup, je sais pourquoi on est amis, je crois qu'on est aussi folles l'une que l'autre. On se ressemble beaucoup, malgré qu'on a des chemins différents, on se ressemble beaucoup, Et merci en tout cas d'avoir partagé ça. Tu sais que moi ça m'a vraiment motivée, j'ai vraiment envie de le faire ce chemin. Je pense pas que je ferai tout d'un coup parce que je pourrais pas prendre autant de temps. Moi actuellement non plus, je pourrais pas, mais en tout cas du coup je le ferai avec mes chiens, particulièrement mes bergers allemands s'il m'arrive une couille. Et puis si jamais vous êtes de la boîte ou autour de nous et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Dans la communauté, on est assez liés. Quand on a des petites choses à faire, il y a des fois on s'envoie des messages, on se fait des textos et tout, puis on se retrouve pour le faire. Donc voilà, en tout cas moi je pense que ça va être quelque chose qui va s'organiser dans les années à venir. Et puis j'ai vraiment hâte. Après je pense pas que moi je pourrais pas faire 2 mois de sauvage pour le moment, je pense pas. Surtout avec les soins, les médicaments, les trucs comme ça. Mais par exemple faire 2-3 jours de sauvage, rebasculer en gîte, en hébergement, c'est ça, possible. En fait, après, si imaginons que tu t'organises pour une semaine ou 2, tu sais à peu près qu'est-ce que tu dois faire comme trajet et tu peux te dire, ok, je réserve à l'avance des gîtes ou des étapes où tu sais que là, tu as une place qui est ok le chien et t'avances, et aussi que tu sais que tu peux faire attention au niveau nourriture, parce que l'eau et la nourriture, c'est ce qui pèse au final le plus dans le sac. Et tu peux te dire, vu que c'est organisé, je peux aussi m'organiser avec la personne, qu'elle me fasse des achats, je pourrais remplir l'eau, et du coup, tu voyages aussi beaucoup moins lourd.
Donc ça, c'est des choses qui sont aussi possibles à faire. Il faut juste savoir, toi, combien de kilomètres tu sais faire vraiment, et pour pouvoir réserver en fait à l'avance tes étapes, et avoir un sac à dos aussi beaucoup moins lourd et toujours une nuit de sommeil correcte. Ok. Bah, merci en tout cas, Romy, d'avoir partagé toutes ces informations avec nous et ces anecdotes. Je rebondis sur ce que tu nous as dit. Si vous êtes seul, on vous conseille évidemment, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, de partir avec votre chien. C'est une activité entièrement compatible que vous pouvez partager ensemble. Et ça crée des liens incroyables. Quelle que soit l'activité, en fait, si vous partagez avec vos chiens, enfin, on a eu la Fun Dog Run il y a pas longtemps, et d'ailleurs merci à eux, hein, c'est génial comme expérience. Ouais. Moi, j'ai fait Compostelle. Toute chose en fait que vous partagez avec vos chiens, ça crée des liens, c'est d'autant plus incroyable, quoi. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, la Fun Dog Run, c'est un petit peu comme le Woof Fest qui est en France. Je vous mets un lien juste ici. On a fait une vidéo puisqu'on y était allé aussi avec les membres où on s'est éclaté. On le refait chaque année avec les membres. Et c'est une activité, donc du coup une course, en fait une course un petit ludique peu qu'on peut faire en marchant avec des obstacles avec son chien, etc. Pour Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais rebondir sur ce que Romy nous a dit. Avec le chien, c'est très bien. Si c'est un chien de base de garde, très bonne chose, ne lui demandez rien, il le fera d'instinct naturel. J'espère bien évidemment, et je touche du bois ici, puisqu'on est en plein milieu de la forêt, que ça ne vous arrivera jamais. Mais n'hésitez pas en tout cas à bien prendre avec vous peut-être une bombe au poivre, quelque chose pour vous défendre au cas où... On sait jamais, c'est pas parce que c'est Compostelle, mais ça peut arriver n'importe où. Mais surtout, voilà, si on est des endroits isolés où on sait que ça sera plus compliqué d'avoir de l'aide, ça peut être une option. Voilà, donc très important, prenez soin de vous, prenez soin de votre chien, prenez aussi les petits éléments pour vous prémunir contre les mauvaises rencontres, et où que vous soyez, on est ravis d'avoir partagé cet instant avec vous, et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouveau podcast. À bientôt les canicurieux et les canicurieuses, et merci Romy. Merci.